Chapitre 14. Kiss venait d'échouer lamentablement, et s'il voulait avoir une seconde chance, il faudrait attendre son heure. Pour l'instant, il n'avait pas le choix. Il devait jouer au bon petit soldat. Après quelques platitudes extraites au forceps, et prononcées qu'un enthousiasme faux comme un billet de 3 dollars, il prit congé. C'était une telle évidence. Pourquoi Charlie s'obstinait-il à ignorer les faits? Dieu n'était pas tendre avec ses champions. Juste ça, et tout était dit. Il aurait dû être plus spécifique, il avait flanché sur ce point. Mais pourtant, Charlie ne cessait de répéter que la Terre était sous le contrôle du diable, autrement dit que rien ne se passait sur cette planète qui n'est son aval. Est-ce que Charlie croyait que de porte-voix il était devenu le Messie, qu'il était la seconde venue du Christ, et qu'il allait amener le royaume de Dieu sur Terre? Non, ça ne pouvait être ça. Charlie avait toujours été un peu plus lucide quant à sa place et à ses limitations. Il devait donc bien comprendre qu'il ne ferait que chauffer la place pour le Christ. Comment ne pouvait-il pas faire le lien? Qu'est-ce qui était arrivé la dernière fois au type qui avait tenu au chaud la place du Fils? Il en avait perdu la tête, pardi. Tu es le Fils de Dieu, le Fils qu'il aime par-dessus tout? Tu crèves. Tu as juste fait la première partie histoire de chauffer la salle? Eh bien tu crèves. Tu veux partager le message plein d'espoir du Fils de Dieu? Va dire bonjour au lion dans l'arène. Tu refuses de devenir le prochain pharaon? Tu emmènes avec toi un peuple de pleurnicheurs qui n'arrêtent pas de faire n'importe quoi dès que tu as le dos tourné? Tu te les coltines pendant 40 ans dans le désert, et le jour où tu arrives devant la terre promise, ah, désolé Moïse, mais tu vas rester là. Merci pour tes bons et loyaux services, tu peux mourir maintenant. Bon ou mauvais, du moment que ton trépas te permet de faire une bonne histoire, mon gars, tu n'y échapperas pas. Ce n'est que bien plus tard, oui bien trop tard, que Kiss comprit son erreur. Charlie avait beau sourire avec sa flûte de champagne à la main, ses yeux racontaient une toute autre histoire, c'était la panique à bord, ou au moins l'état de choc. Et plutôt que de l'écouter ou de le réconforter, Kiss l'avait accablé de ses propres peurs. Il avait même pris de haut. Bien sûr que Charlie connaissait la Bible et qu'il savait ce qui pouvait lui arriver pour la bonne cause. Plutôt que de lui donner de l'espace pour lui permettre de ventiler ses sentiments, Kiss l'avait poussé dans ses retranchements, il l'avait poussé dans une position défensive. Pauvre Charlie, essayant de faire comme s'il maîtrisait la situation, alors qu'il en savait moins que sa fidèle attachée de presse. Cette pensée troubla Kiss. Comment Mavis et le reste de l'équipe pouvaient savoir et pas Charlie? Ça puait la schizophrénie ou la possession tout ça? Mais après un temps de réflexion, Kiss rejeta les deux hypothèses. Non, Charlie n'était pas un malade, il n'était pas sans faille, mais quelque part il était une des personnes les plus saines que Kiss connaissait. De l'imaginer possédé par la voix de Dieu ou un démon essayant de se faire passer pour cette dernière était passablement ridicule. La voir raviver, des fois vacillant dans tout le pays. Elle sauvait des vies. Non, il devait y avoir une autre explication. Il était juste dépassé. Alors il jugeait, il se débattait, et cette pensée provoqua une vague de compassion et de tendresse pour son frère d'esprit. Haut comme trois pommes, Kiss venait de juger Dieu. Intérieurement, il l'avait insulté. Tout ça parce qu'il paniquait, parce qu'il se sentait dépassé. Il lui fallait souffler. Suspendre cette pathétique petite voix critique. Il le fallait, alors Kiss fit le nécessaire. Et quelques jours plus tard, il présenta son ami au ponte du DNC. Autrement dit l'organe du Parti démocratique. Durant les semaines qui suivirent l'annonce, il y eut beaucoup de spéculations. Un candidat religieux et blanc, fils spirituel du révérend Cavalera, qui lui n'avait jamais caché son attachement au Parti républicain, les réponses semblaient évidentes. Mais avant même de déclarer sa candidature, Charlie avait fait beaucoup de dégâts avec les faiseurs de roi de ce parti. Dans La Voix du Sinaï, la revue qu'il éditait, la partie séculaire portait une partie non négligeable de son attention sur l'environnement et avait attaqué de manière répétée les entreprises utilisant la fracturation hydraulique, les exploitations charbonnières à ciel ouvert et les pollutions dues aux industries chimiques. Ce n'était pas juste les donneurs qu'il s'était mis à dos avec ces articles, mais aussi tous leurs esclaves dans l'appareil du parti. Les démocrates, par contre, tout contents d'avoir le dernier des justes potentiellement dans leur camp, lui ouvrirent grand les bras. Avec un peu de chance, ça les laverait de la souillure fétide laissée par le président sortant. Qui savait jouer les entremetteurs parce qu'il le fallait. Mais sortant de la réunion, ayant un mauvais pressentiment, il espéra que finalement son ami bascule dans le camp opposé. Ça compliquerait leur relation, mais au moins, il n'aurait plus l'impression d'avoir vendu Charlie pour 3 fois rien. Il espéra de tout son cœur, mais en vain. La voix sembla accepter avec joie ce rôle d'outsider. C'était une position idéale pour elle.
C'était parfait pour trouver ses repères. Les électeurs des primaires purent ainsi la découvrir progressivement, sous une nouvelle casquette et dans un format inédit. Charlie, lui, était juste content d'avoir Kiss à ses côtés durant ce grand saute-mouton d'État en État que sont les primaires de l'élection présidentielle. Bien sûr, même sans son meilleur ami, il était loin d'être seul. Il n'avait eu qu'à se baisser pour se trouver un directeur de campagne réputé et avec lui toute une équipe très performante. Dans un registre plus intime, il pouvait jouir de la compagnie de sa femme et de son fils Hunter, libéré de ses obligations universitaires pour la durée des primaires. En voyant de près Charlie se faufiler en dehors de l'ombre de la voie et trouver sa place à la lumière de certains projecteurs rassura Kiss et bientôt ses craintes de voir son ami sacrifié par un dieu assoiffé de sang ne furent qu'un vilain souvenir. Si la voix s'occupait de toutes les allocutions officielles, une fois dans l'avion ou dans le bus avec les journalistes, Charlie prenait la relève et montrait un visage inédit pour ceux qui ne suivaient ses émissions et ses sermons que depuis 2 ou 3 ans. Pour les autres, ils retrouvèrent le révérend des bonjours avec sa large palette d'humour. En petit comité, il laissait tomber les déclarations et postures solennelles, et dans un style bien plus terre-à-terre, il pouvait passer de blagues gentillettes à des vannes particulièrement féroces en l'espace de 2 phrases. Son sens de la formule lui permit d'obtenir quelque chose de très précieux, l'attention des journalistes et de leurs publications. Les discours, tout le monde pouvait les voir à la télévision, c'était de la politique calibrée sur mesure, de la langue en bois massif, mais pour attraper les lecteurs, quelques citations tonitruantes en première page, c'était parfait. Si Charlie s'amusait comme un petit fou, il était difficile de savoir ce que pensait l'Esprit Saint de tout ça. Surtout que si le porte-voix était capable de capter l'attention de la nation, la voix elle-même ne caracolait pas bien haut dans les sondages qui avaient suivi l'annonce de sa candidature. À l'issue du premier d'entre eux, en janvier 1999, le score du révérend était tellement mauvais que certains journaux avaient prédit que ce touriste, ayant attendu presque 1 an après les autres pour rentrer dans la course à la nomination, serait le premier à la quitter. De toute façon, à quoi bon? Al Gore, le vice-président sortant, était donné grand gagnant des primaires, avant qu'elles ne commencent. Les autres candidats, Bill Bradley y compris, savaient qu'il n'était là qu'à titre décoratif, histoire de donner l'impression que Gore était un consensus évident chez les démocrates. Kiss se demanda quel était le plan du Saint-Esprit. Briguer la vice-présidence de Gore? Sa stratégie était loin d'être à même de combler suffisamment les écarts dans les sondages effectués pour être un candidat viable pour ce genre de poste. Interrogé à ce sujet, Charlie avoua ne rien savoir. S'il faisait maintenant très attention à tout ce que la voix pouvait raconter, celle-ci se montrait avare en détail quand elle discutait avec son équipe de communication. Dur de croire que le prolongement d'un dieu omniscient soit obligé de jouer cette histoire à l'oreille. La voix devait avoir un plan, mais elle préférait le garder pour elle-même. Début janvier, alors qu'il faisait une pause dans la campagne présidentielle de son ami pour profiter un peu de sa famille, Kiss, comme beaucoup de démocrates, fut passablement surpris en ouvrant son journal. Il faillit même recracher son café du matin. Visiblement lassé lui aussi de ne pas savoir ce que mijotait la voix, Charlie avait décidé de prendre les affaires en main. Après s'être pris une nouvelle déculottée dans le sondage Gallup, il avait invité les journalistes à venir boire un verre avec lui. Le verre en question fut l'arbre qui cachait la forêt, car le porte-voix sortit du bar dans un état d'ébriété avancé et le cœur particulièrement léger. Il avait profité de l'interlude alcoolisé pour libérer sa conscience, et par là dire des choses qu'un homme politique ne peut vraiment pas dire en public. Durant toute la soirée, il avait tiré à bout portant sur le DNC, sur Clinton et sur son vice-président. Bien des journalistes présents ce soir-là se demandèrent si Charlie avait été planté au milieu des primaires démocrates pour torpiller celles-ci. Gore les gagnerait, là n'était pas la question. Mais lors des élections générales, les républicains pourraient toujours instrumentaliser les propos de Charlie Lebon et dire que le vice-président était en fait détesté par les 2 partis. Le vice-président s'était engagé pour l'écologie, et plus particulièrement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et pendant plus d'1 heure, Charlie avait raillé cette posture devant les journalistes ébahis. Il était lui aussi vert au fond de l'âme, et vraiment déçu de voir cette cause noble traitée comme une simple opération de lobbying. L'énergie verte était avant tout un business, et aux États-Unis, pour réussir, les grosses entreprises avaient besoin d'alliés à Washington. Et si les énergies fossiles étaient un business incontestablement pro-républicain, pour avoir sa part du gâteau, un démocrate devait miser sur le camp adverse. Gore est un faux prophète. Qu'il parle au nom de la science plutôt qu'en celui de Dieu n'y change rien. Il est de cette engeance alarmiste, promettant le feu et les tourments imminents. « Si on n'agit pas de manière radicale, dit-il, dans 10 ans, nous sommes tous morts. »
Eh bien, dans 10 ans, on sera encore tous là. Ça, je peux vous le garantir. Et lui aussi, j'imagine que comme un gosse, il nous dira « Si, dans 10 ans, mais à partir de maintenant !» On sera tous là, mais un peu plus désabusés, un peu plus en colère, un peu plus défiants de l'homme qui parle, soi-disant au nom de la science. Vous n'avez pas besoin d'avoir un flingue contre la tempe pour ne pas verser l'huile de votre vidange sur votre propre terrain. Vous êtes des gens raisonnables. Qu'on fasse voter des lois pour réguler la pollution, c'est du simple bon sens. Pas besoin d'invoquer l'extinction de l'espèce humaine. Les entreprises qui empoisonnent les États-Unis ont les poches pleines, elles ont, chez les républicains et donc dans une bonne partie du Congrès, de puissants appuis. Ils ne se laisseront pas dicter les choses sans se battre, ils ne nous feront pas de cadeaux. Toute personne en travers de leur chemin sera analysée, ils chercheront faiblesse et incohérence, ils attaqueront ses failles sans relâche. Comment voulez-vous que quelqu'un sans colonne vertébrale comme Gore, avec sa science au rabais, n'obtienne mieux que des miettes? C'est un homme sans conviction, préférant le court terme à l'honneur. Il savait ce qui se passait dans le bureau ovale, mais pour ne pas donner d'armes aux républicains, fidèle au parti, au risque d'en perdre son âme, il a préféré se faire complice des exactions du couple de salopards au pouvoir. Charlie se présenta comme un homme intègre, pas un rouage de parti, prêt à se compromettre pour que les hommes dans l'ombre ne voient pas leurs intérêts menacés. Beaucoup pensaient que le candidat Lebon n'avait aucune chance de gagner les primaires, que de toute évidence, il devrait arrêter les frais et cesser de saigner ses ouailles pour dorer son ego. Oui, mais non. Ces gens ne voient pas qu'il y a quelque chose d'autre à l'œuvre ici. Il était là pour faire passer un message fort au DNC, et de manière générale à toutes ces façades qui détruisent la démocratie, qui ponctionnent l'homme commun, lui prenant son vote pour le retourner contre lui-même. Toutes ces façades qui ne font que défendre des intérêts cachés, et qui masquent ça avec l'incompétence et les autres tares des pions qu'ils font danser sur l'échiquier. Je ne suis pas là pour gagner, mais pour réveiller le pays. Des propos qui amusèrent les journalistes. Les forces, les tenants, ne sentant pas vraiment le danger se profiler, se contentèrent de leur demander un peu d'ironie et de sarcasme dans le traitement des déclarations du candidat Lebon. En tout cas au début. Mais tout changea pour eux, et pour bien d'autres encore, quand le 24 janvier 2000, le résultat du caucus d'Iowa, Gore ne gagna que de justesse contre Lebon. Ce jour-là, les forces réalisèrent qu'il était l'homme à abattre, et lui comprit qu'il avait enfin trouvé son style et l'axe de sa campagne.